France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Pesticides et engrais, cause majeure de l'effondrement des populations d'oiseaux en Europe. C'est le titre d'un article du Monde publié le 15 mai dernier. L'article explique qu'en 40 ans, le nombre d'oiseaux des champs a diminué de 60% sur le vieux continent. Une étude hiérarchise des raisons de ce déclin. Le 15 mai 2023, 61 ans. Tout juste après la publication d'un livre en 1962 intitulé « Le printemps silencieux », un essai qui dénonçait déjà l'utilisation des pesticides, le DDT notamment, leur impact sur le monde vivant, oiseaux, plantes, humains, livre considéré aujourd'hui comme l'acte de naissance du mouvement écologiste. Mais qui en est l'auteur ? L'autrice, même son nom, Rachel Carson, naturaliste, spécialiste de la vie des océans, elle est la première des lanceurs d'alerte et reste aujourd'hui pourtant méconnue. Essayons de corriger cela avec nos invités, avec la communauté du Book Club, jusqu'à 13h30 sur France Culture. Place à Rachel Carson. Ces poudres et ces aérosols sont maintenant utilisés partout, dans les fermes, les jardins, les forêts et les maisons. Ces substances non sélectives tuent tous les insectes, nuisibles ou non, font taire le chant des oiseaux, recouvrent les feuilles d'une pellicule mortelle et persistent dans les sols. Et tout ceci pour se débarrasser de quelques feuilles ou insectes. Comment peut-on croire que l'on puisse déverser tant de poison sur Terre sans y compromettre la vie ? On ne devrait pas les appeler insecticides, mais plutôt biocides. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. Les mots de Rachel Carson accompagnés de la guitare et de la voix de Joni Mitchell en 1970. Bonjour Thierry Paco. Bonjour. Merci d'être avec nous à distance dans le Book Club. Vous êtes philosophe, essayiste et urbaniste. Vous avez beaucoup écrit sur la ville, l'architecture et sur l'histoire de la pensée écologique avec notamment l'Amérique verte, portrait d'amoureux de la nature en 2020 chez Terre Urbaine. Et vous publiez cette biographie de Rachel Carson pour la beauté du monde dans la collection Destin des éditions Calypte. Thierry Paco, ces paroles de Joni Mitchell qui parlent du DDT, ce fameux pesticide qui tue les vivants, elles sont bien arrivées jusqu'à nous en France avec cette traduction. Fermier mon ami, il faut ranger ton DDT, oui. Laisse voler les oiseaux et tant pis si mes pommes sont piquées. Eh oui, Jodassin, 1970. Rachel Carson alerte sur les pesticides dès les années 60. Qu'est-ce qui explique qu'elle soit si méconnue aujourd'hui ? Oh là là, ça n'est pas une question facile. Je crois d'abord qu'il y a la puissance incroyable des laboratoires de l'industrie chimique, d'une part, qui joue un grand rôle. D'autre part, il y a toute l'histoire de l'édition, qui fait que les idées circulent pas nécessairement à cette époque-là, comme aujourd'hui avec Internet et puis tout ce qui est réseauté. Et puis aussi peut-être parce que la puissance d'une information aussi tragique qu'elle nous transmet, déplaît, parce qu'on a toujours ce vieux fond de croire qu'on va quand même s'en sortir, qu'on va trouver d'autres choses pour améliorer la situation écologique. Tandis que d'autres amis, Rachel Carson, je dis notre amie parce que c'est une amie, elle a un point de vue excessivement précis, elle est excessivement inquiète.
On va évidemment Et voir. l'inquiétude ne plaît pas, Ouais. ne plaît pas au public généralement. On le voit d'ailleurs aujourd'hui que les questions d'environnement, d'écologie inquiètent aussi les populations, les plus jeunes notamment, et c'est donc peut-être à eux qu'il faut s'adresser pour parler de la vie et des œuvres de Rachel Carson. Nous avons convié Isabelle Colomba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, journaliste, scénariste de BD aussi. La défense de la nature est un de vos thèmes de prédilection et vous écrivez pour la jeunesse, d'où ce livre qui vient de paraître chez Albin Michel, Rachel Carson, Le monde doit savoir. Une biographie romancée. Vous aviez déjà fait paraître un livre sur Carson il y a quelques mois, aussi pour la jeunesse. Est-ce que du coup, votre démarche, c'est cette transmission, c'est de dire « Allô les jeunes, regardez ce que disait cette femme il y a 60 ans ». Regardez ce qu'elle disait, et si je dois rebondir par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, elle avait quand même 2 défauts. Elle était américaine et elle était femme, une femme de science. Et oui, regardez cette femme, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a publié, puis ce qu'elle était. Et puis, ce qui m'intéresse, moi, c'est quel a été tout son parcours. Elle n'aurait jamais dû être cette femme lanceuse d'alerte en 1962. En tout cas, la vie ne l'avait pas préparée à ça. Et finalement, elle a été une femme tenace qui a résisté à des scientifiques en blouse blanche qui n'aimaient pas trop qu'on vienne sur leur plate-bande, et puis à des industriels de la chimie qui déjà ont développé des stratégies pour interdire la circulation d'informations qui les dérangeaient. Thierry Paco, elle est tout aussi méconnue aux États-Unis aujourd'hui, Rachel Carson, ou pas du tout ? Non, il y a eu un regain d'intérêt autour de cette personne avec les anniversaires, voilà, les 50 ans du Printemps silencieux, etc. Il y a quand même aujourd'hui plusieurs biographies qui sont parues en anglais. Il y a de très nombreux articles régulièrement. Non, elle est présente parce que pour la toute petite partie de la population nord-américaine qui s'intéresse aux questions environnementales, son nom est connu. Et comme vous l'avez dit en introduction, on fait même partir le mouvement écologiste américain avec la publication de Printemps silencieux. Ce qui est un peu exagéré, parce qu'il y a toute une préhistoire de l'écologie aux États-Unis. Alors, parler à la jeunesse, Isabelle Colomba, ça semble fonctionner. En tout cas, on va écouter Anouk. Elle a à peine 10 ans et elle est déjà bien informée. Bonjour, je m'appelle Anouk, j'ai 9 ans, j'habite à Lyon et j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'on y trouve des belles descriptions de la nature. Je l'observe en Bourgogne, en Bretagne et en lisant, j'ai retrouvé les différents paysages que j'aime bien, racontés de manière très poétique. C'est comme si on lisait le journal de Rachel Carson aux grandes étapes de sa vie et on se rend bien compte de son courage et de son humilité car en tant que femme, elle a dû assumer dans les années 50 le rôle de chef de famille, de lanceuse d'alerte écologiste, d'écrivaine de talent et tout en ayant arrêté ses études tôt pour subvenir aux besoins des siens. Dans l'Amérique grecque d'après-guerre, qui voulait toujours produire plus, elle a été fortement critiquée, mais son grand amour pour la nature lui a donné la force de résister. On sent que son observation pour la nature l'aide à garder espoir. Je cite un passage. « Contempler la beauté de la nature et s'émerveiller des choses de la vie, même les plus infimes, devrait être la première mission des adultes quand ils sont avec des enfants. Notre capacité à saisir le merveilleux n'est-elle pas le meilleur remède à l'indifférence ? Un antidote fabuleux contre l'amertume et le désenchantement ? Rachel Carson insistait sur l'urgence écologique il y a 70 ans, contre les gros profits, et nous en sommes toujours au même point aujourd'hui. Et j'ai une question, Isabelle. Est-ce que vous ne pensez pas que justement, à l'école, nous devrions insister, dès le primaire, à apprendre plus sur la nature qui nous entoure, même si nous sommes en ville, pour avoir envie d'agir et de faire agir notre entourage ? Question d'Anouk, 9 ans donc, et réponse d'Isabelle Colomba. Déjà, Anouk, elle m'émerveille, incroyable, son regard. Moi, je pense qu'il y a déjà des enseignants qui le font. Moi, quand j'étais enfant, j'ai grandi à Nice et je sais qu'on allait dans les champs d'oliviers, on allait faire de la voile, observer la mer, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est plus compliqué pour les enseignants, mais je pense qu'il y a des enseignants qui tiennent toujours à ça et qui emmènent, même dans la cour de récréation, leurs élèves pour leur attirer leur attention ou les laisser juste regarder, observer, écouter. Thierry Paco, vous êtes d'accord, ça s'est perdu, cet apprentissage de la nature à l'école, notamment peut-être pour les urbains, comme le disait Anouk ?
Pour les urbains et puis pour les enfants qui habitent dans les villages, qui sont aussi urbanisés du reste. Oui, ça s'est totalement perdu. Je suis moins optimiste qu'Isabelle là-dessus. J'ai écrit un livre entier sur les enfants, justement, et les pédagogies nouvelles qui sont centenaires. Alors celle-ci, effectivement, mettait le jardinage, les classes promenades, la découverte de la forêt, etc., comme éléments essentiels des activités de l'école. Montessori, Freinet, Dewey, Guedes, il y en a plein. Enfin, il y en a plein, il y en a quelques-uns, mais aujourd'hui, eux-mêmes, leur héritage n'est pas repris vraiment en main. Alors, il y a un tout petit mouvement qui s'esquisse, qui s'appelle les classes d'or, et dont les premières rencontres internationales ont eu lieu à Poitiers il y a quelques semaines. Et là, j'ai rencontré beaucoup d'enseignants qui y vont, mais qui y vont parfois contre les parents, parfois contre leur les programmes. Ouais. Bon, c'est pas si simple que ça. Et puis, en même temps, eux-mêmes s'aperçoivent qu'ils connaissent très très mal la nature. Et donc, quand ils vont se promener avec leurs élèves, ceux-ci montrent une plante, montrent un insecte par terre et disent « C'est quoi, monsieur? C'est quoi, madame ?» Et eux, ils sont très embêtés. Alors, heureusement, ils ont un téléphone portable avec une application, donc ils prennent une photo et puis ça leur donne le nom latin de cette mousse sur l'écorce d'un arbre. Mais non, je crois qu'il faudrait, et là j'étais moi aussi émerveillé par le propos de cette jeune fille, il faudrait absolument qu'il n'y ait qu'une discipline en fait à enseigner à l'école, c'est le milieu. Et donc là, que tous les enfants deviennent des reporters, qu'ils aillent enquêter autour de leur école où qu'elle se trouve, en pleine ville, à Paris, à Nice ou ailleurs, ou dans la campagne. Et à chaque fois, ils reviennent avec une brassée d'informations. Rachel Carson le faisait pour son petit-neveu. On a plusieurs photos d'elle où elle a des jumelles autour du cou, et puis elle incarnait de croquis, et elle est une observatrice extraordinaire de la nature. Tant qu'on n'a pas observé la nature, tant qu'on n'a pas ressenti les pulsations de la terre, la respiration des arbres, le murmure des oiseaux, on ne peut pas s'intéresser à la nature. Il faut éprouver pour pouvoir connaître. Anouk disait, Isabelle Colomba, on lit presque le journal de Rachel aux grandes étapes de sa vie. La première étape de sa vie, c'est sa naissance, 1907, donc en Pennsylvanie. Et elle grandit dans une ferme, évidemment entourée de nature. Et là, on en revient à ce qu'on était en train de dire. Elle grandit dans ce milieu. Et donc, elle s'en imprègne. Mais moi, ce que je dirais, c'est évidemment un intérêt pour la nature, pour les arbres, pour les plantes, pour les bestioles qui sont de partout, etc. Mais c'est aussi une grande curiosité, en fait. C'est-à-dire que le monde ne se résume pas à sa personne ni à sa famille. Il est beaucoup plus vaste. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, bien sûr, moi, je suis d'accord, évidemment, il faut que, dès le plus jeune âge, nous, les adultes, nous tentions d'attirer l'attention des enfants vers cette nature. Mais ça va au-delà, c'est de les intéresser vers ce monde qu'ils habitent. Et c'est ce que faisait la maman de Rachel Carson. Et c'est intéressant aussi de voir qu'elle a réussi avec Rachel, la maman de Rachel Carson, mais pas avec ses deux autres enfants. Donc, ça dépend aussi de l'enfant lui-même. Est-ce que cet enfant est réceptif? Est-ce qu'il a envie d'avoir cette ouverture sur sur ce monde qu'il habite? Thierry Pacaud, Maria, c'est la maman de Rachel, c'est elle qui l'intéresse à la nature, qui l'entoure, mais aussi à la lecture, à cette curiosité et aussi à l'écriture. Elle va se mettre à écrire très rapidement, très jeune. Oui, elle a eu cette chance inouïe d'être soutenue, encouragée par sa mère. Ça, c'est, à mon avis, très très important. Isabelle l'a très bien dit. Alors, en même temps, elle vit à la campagne, entre guillemets, parce que celle-ci s'industrialise. Des mines vont s'ouvrir, des entreprises vont s'installer, et donc elle va, alors je ne sais pas si elle l'a perçu à 8 ans, 10 ans ou 15 ans, j'en sais rien, mais en tous les cas, son environnement immédiat se transforme énormément, et j'imagine que ça ne l'a pas laissée indifférente. Par ailleurs, son père n'était pas fermier, elle habite une ferme, mais ce n'était pas une ferme au sens d'un agriculteur, il était employé d'une compagnie d'électricité, entre autres choses. On le présente toujours comme un personnage un peu falot, un peu secondaire. Et c'est vrai que
la mère de Rachel était cultivée, lisait beaucoup, jouait du piano, enfin... Et là, elle a considérablement aidé. Elle a même tapé ses premiers textes sur une machine à écrire. Bon. Parce que le premier texte littéraire de Rachel Carson, elle a 11 ans. Elle fait une nouvelle, Bataille dans les nuages, qui est publiée dans une revue tout à fait importante à l'époque, où elle est même rémunérée. Donc là, il y a une sorte de véritable valorisation de son travail. Du reste, elle a toujours hésité entre une carrière d'autrice, enfin d'écrivain, une formation littéraire à l'université, ou une formation en biologie, et en biologie marine en particulier. Mais c'est ça, il y a cette idée qu'il a... comment dire, de choisir entre devenir écrivaine et puis c'est cette idée d'aller un peu plus profondément dans la compréhension, l'apprentissage et la formation. Vous l'avez dit, d'abord de la zoologie, si je ne dis pas de bêtises, puis des mers qui l'intéressent, les océans. C'est ça son parcours universitaire, si on peut dire. Oui, mais Isabelle, pardon. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai envie de dire qu'elle n'avait pas envie de choisir, justement. Rachel Carson, elle est intéressante parce qu'elle ne rentre pas dans les cases. C'est certes une biologiste, certes une scientifique, mais c'est aussi quelqu'un qui aime la poésie, qui aime la littérature, qui aime la musique. Donc, je pense que c'est peut-être une des raisons pour laquelle aussi on a eu du mal à la cerner. Et parce que aussi elle sait se protéger, elle a cette apparence comme ça qui est un peu son monde intérieur, son monde intime, ce qui la fait vibrer, elle le cache à la fois, j'imagine, par éducation, culture et puis aussi par protection. Quelqu'un d'extrêmement sensible et donc elle avait sans doute besoin de se protéger. Mais oui, elle, au départ, elle veut devenir écrivaine et sa maman d'ailleurs, quand même, elle vit de façon très modeste, aurait dû lui dire non mais écrivaine, quelle rêve insensé, etc. Et sa mère lui dit non, mais t'as raison, quoi. Et puis se met en tête d'aider sa fille à réaliser son rêve. Et puis après, c'est là où je parle de curiosité, c'est-à-dire qu'elle elle fait des études, elle assiste à un cours de zoologie, de biologie, et là, elle a un coup de foudre pour cette matière, et en même temps pour la professeure qui enseigne cette matière. Donc, finalement, elle change un peu d'optique, elle change de chemin et elle a une façon comme ça de pouvoir réagir à ce qui est imprévu et qui tout à coup la séduit fortement. Et comme elle ne choisit pas, Thierry Pacaud, son premier ouvrage, c'est La vie de l'océan en 1941. Elle se fait déjà remarquer à ce moment-là ? Oui, alors là, Isabelle a absolument raison. Elle ne choisit pas parce qu'en fait, elle fait les deux. Elle fait les deux parce que quand on lit La vie de l'océan, quand on lit Après cette mer qui nous entoure, ou le troisième élément de la trilogie, Là où finit la mer, on est absolument fasciné par le talent d'écriture, par l'importance des métaphores, par les références poétiques, par un certain lyrisme même. Et donc... je précise aussi que son père meurt malheureusement au moment où elle voulait entamer des études et passer un doctorat, ce qu'on lui reprochera par la suite. C'est-à-dire que ses ennemis de l'industrie chimique diront « Ah oui, elle se prétend scientifique, mais enfin, oui, voilà, elle a fait un master, ce qu'on dirait aujourd'hui, vous voyez, elle a pas de thèse, mais elle a plusieurs thèses en elle, si je puis dire. Non seulement la connaissance incroyable, le sérieux de l'étude de toute la documentation, y compris toute une littérature grise qu'elle va ingurgiter, et puis surtout ce talent d'une écriture qui montre une sensibilité à fleur de peau. Il y a, Isabelle Collombat, effectivement cette recherche scientifique et son style presque lyrique, son style qui peut perturber, effectivement. On se dit, c'est beau. Ça donc... vous a perturbé ? Non, pas du tout. Mais à l'époque, on se dit, c'est beau, donc ça peut pas être vrai, presque. C'est beau, et c'est pas seulement beau, en fait, c'est qu'on comprend ce qu'elle écrit. Et alors, la science qui devient compréhensible pour tout le monde, ça, c'est quand même assez révolutionnaire. C'est-à-dire que la science, normalement, c'est pour les gens qui savent. Et elle grâce à sa poésie, grâce à la précision de ses mots, grâce à aussi, toujours, je dis, à cette curiosité pour tout ce qui fait par exemple un océan, elle nous permet de comprendre ce qui nous semble compliqué. Et c'est exactement à l'opposé de ce que les groupes de la chimie vont faire. C'est-à-dire qu'ils vont nous expliquer
que c'est trop compliqué pour nous, qu'on ne comprend pas que aimer les petits oiseaux, la mer, c'est bien gentil, mais il faut nourrir le monde. Et qu'on n'a pas compris que nourrir le monde, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'utiliser des produits qui tuent la vie. Et c'est donc à ces sujets-là qu'elle poursuit et qu'elle va consacrer sa vie après avoir travaillé sur les océans. 1960, les études de recherche et ces recherches commencent sur les pesticides, notamment le DDT dont on a déjà parlé. Et puis va arriver donc ce livre, Printemps silencieux, qu'a lu Anthony. Et voici ses impressions de lecture. Pour qui s'intéresse à l'écophilosophie comme moi, c'est-à-dire à l'interrogation de notre rapport au monde et de notre rapport au vivant, Printemps silencieux de Rachel Carson a un rôle absolument fondateur, c'est-à-dire qu'il a été prophétique avant tout le monde en annonçant la chute drastique du nombre d'oiseaux dans nos campagnes, quelque chose que toutes les études d'aujourd'hui nous prouvent chiffres à l'appui. De plus, si l'on s'intéresse au mouvement de l'écologie profonde, dont on reconnaît la paternité au philosophe Arnénès, celui-ci a l'humilité de dire que ce n'est pas lui qui a été à l'origine de l'écologie profonde, mais bien Rachel Carson grâce à ce livre qui a été un véritable révélateur pour lui. Donc j'invite tous les lecteurs à découvrir ce livre écrit dans une langue aussi poétique qu'absolument scientifique et qui, bien qu'il ait été écrit il y a plus d'un demi-siècle aujourd'hui, reste contemporain, reste moderne et d'une vibrante beauté. Thierry Pacaud, vous nous éclairez sur l'écologie profonde avant d'aller évidemment sur la réception de cette œuvre. C'est quoi l'écologie profonde ? Qu'est-ce qu'on appelle l'écologie profonde ? Alors, l'expression, évidemment, est souvent mal comprise parce que ce n'est pas une écologie excessive, radicale, comme on la présente souvent, même si le combat radical est souvent indispensable pour contrer justement les méfaits de certains humains vis-à-vis de la nature. Non, l'écologie profonde, c'est l'écologie, j'allais dire, qui prend les choses au sérieux et qui va rechercher dans les profondeurs même, dans sa part d'ombre, ce qui va nous permettre de comprendre, de rendre intelligible un processus de pollution généralisée ou un processus de dégradation. C'est pas par hasard si le préfacier du Printemps silencieux en France, c'est Roger Heim, c'est-à-dire le directeur du Muséum d'histoire naturelle, qui est un ancien résistant, qui a été déporté dans un camp nazi, qui en est revenu, heureusement pour lui et pour nous, et qui, en 1952, publie un ouvrage qui s'appelle « Destruction et protection de la nature », où déjà, il recense tous les méfaits de certaines activités humaines sur la nature. Et donc, il est déjà en phase, j'allais dire, avec Rachel Carson, qu'il va faire tout pour faire connaître en France. Et il partage avec elle aussi une philosophie qui est celle d'Albert Schweitzer et de Jean Rostand, qui sont des maîtres à penser pour Rachel Carson. Elle dédie le Printemps silencieux à Albert Schweitzer et elle cite cette phrase de cet homme: « L'homme a perdu l'aptitude à prévoir et à prévenir, il finira par détruire la terre. » Donc, elle a cette conscience-là, elle est anti-énergie nucléaire, anti-bombe atomique, parce que quand même le traumatisme des bombes américaines sur Hiroshima et Nagasaki a changé une grande partie de l'opinion publique nord-américaine. Hein. Songeons à Lewis Mumford, par exemple, qui était aussi quelqu'un qui appréciait énormément Rachel Carson. Ce livre, Isabelle Colomba, Printemps silencieux, c'est un succès. Comment est-ce qu'elle vit ce succès et comment est-ce que donc il y a une réception critique de son œuvre ? On en a dit un mot. C'est une femme dans un milieu d'hommes qui dérange puisqu'elle s'oppose à l'industrie chimique, elle s'oppose à ces scientifiques. Le titre de travail de Printemps silencieux, c'était le livre des poisons. Donc, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle avait aussi été avertie autour d'elle par des gens qui lui avaient dit « mais tu t'exposes à vraiment des critiques véhémentes, on va t'atteindre dans ce qui est plus profond en toi. » Mais alors, elle n'aura pas beaucoup de temps pour voir les conséquences, puisqu'elle meurt 2 ans plus tard, elle est malade d'un cancer. D'ailleurs, toute la rédaction de Printemps silencieux, elle est malade, elle est au lit, elle fait taper son texte par son assistante, etc. Elle le fait dans des conditions incroyables. Et d'ailleurs, si je peux dire, moi ce qui m'intéresse chez Rachel Carson, c'est cette femme qui
On a dit qu'elle n'était pas féministe, on a dit que ce n'était pas une révolutionnaire, ni révoltée, etc., qu'elle était tranquille. Mais en fait, moi, c'est tout le contraire que je vois. C'est une intensité, une détermination, une passion, une femme qui va au bout de ce qu'elle a décidé de faire, de ce qu'elle a décidé d'être. Et ça, c'est quand même extrêmement remarquable. Et c'est ça, moi, qui m'a intéressée. Évidemment que Printemps silencieux a eu un impact incroyable. Pas assez, puisqu'on le voit bien, 60 ans plus tard, on en est toujours à demander à ce que les pesticides ne soient pas utilisés à tort et à travers. Mais voilà, et face à l'adversité, face aux critiques, elle va quand même avoir cette détermination, cette force d'affronter ces hommes qui la critiquent. Et elle va représenter pour beaucoup de femmes, parce qu'il faut se souvenir des années 60, les femmes sont des femmes au foyer, des femmes qui doivent avoir une maison très propre, impeccable, des enfants en habits tirés à 4 épingles, avec des pelouses qui poussent bien droites, etc. Et donc qui utilisent beaucoup de ces produits chimiques. Et ces femmes-là vont faire le succès de Printemps silencieux. Parce qu'évidemment, quand elles comprennent que les produits qu'on les invite à utiliser tuent petit à petit, en tout cas, sont très mauvaises pour la santé de leurs enfants, de leur mari et pour elles-mêmes, ça, quand même, c'est un électrochoc. Elle est d'ailleurs reconnue même avant le Printemps silencieux, puisqu'elle reçoit un prix dès 1952, le National Book Award for Non-Fiction, pour cette mère qui nous entoure. Et justement, sur ce livre, Thierry Pacaud, on ira même jusqu'à dire que ce n'est pas une femme qui a écrit cet ouvrage. Oui, elle reçoit entre autres un courrier d'un homme qui l'appelle « Cher monsieur, j'ai bien apprécié votre livre, etc. » Donc elle lui répond avec beaucoup d'ironie et elle mentionne qu'elle est une Amazone. C'était une de ses amies dessinatrices de presse qui l'avait dessinée en Amazone, justement. Non, là, on est dans une période excessivement machiste, évidemment, surtout pour la science. On considère que seuls les hommes peuvent être assez rationnels pour pouvoir être des scientifiques. Mais j'ajouterai à ce qu'a dit Isabelle, parce que c'est très important de resituer dans une époque, qu'en 1961 est publié Vie et destin des grandes villes américaines de Jane Jacobs, en 62 Rachel Carson, et en 63 La femme mythifiée de Betty Freeman. Donc il y a 3 femmes, et ça pour moi c'est quelque chose de très important, qui au tout début des années 60 vont totalement, par leurs livres, transformer l'appréhension, la compréhension qu'on a de la ville, de l'écologie ou du féminisme. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'il faut les saisir presque ensemble, de certaine manière. Et effectivement, elle ne se revendique pas comme féministe, ni comme écologiste, mais en même temps, quand on lit attentivement ses textes, elle fait écho à tous ces combats-là. Par exemple, dans plusieurs articles repris dans l'anthologie Le sens de la merveille, elle explique à quel point on ne peut rien comprendre si on ne saisit pas l'ensemble des écosystèmes qui constituent la Terre, que tout est lié, que si je perturbe ceci, il y aura des conséquences sur cela. C'est le fameux processus de la chaîne alimentaire, par exemple. Donc tout ça, elle le rend accessible absolument à tout le monde et elle le révèle comme étant finalement des évidences que certains industriels cachaient. Elle avait aussi lu vraisemblablement George Perkins Marsh, qui est un personnage très étonnant, qui en 1864 publie Homme et nature, et il essaye d'expliquer comment les humains transforment la Terre. Et donc ça, c'est aussi une démarche qui l'intéresse, c'est-à-dire que comment nos activités, pour la pêche industrielle par exemple, vont perturber, transformer fondamentalement les écosystèmes sous-marins. Vous parliez du sens de la merveille, c'est son dernier livre qui est publié à titre posthume par son agent, puisque Carson avait prévu de développer ce dernier essai, mais évidemment, elle est morte avant. On va écouter Marion. Marion, elle a lu Le sens de la merveille, et voici ce qu'elle en retient. Alors pour moi, le livre de Rachel Carson, Le sens de la merveille, est un livre très important, car il parle de cette nécessité de s'émerveiller, de s'enthousiasmer au contact du vivant, au contact de notre environnement, pour mieux le protéger, pour en prendre soin. Car finalement, de cet émerveillement et de cet enthousiasme naîtra un profond désir de protection, un engagement peut-être,
et un sens de l'écologie. Et c'est ce qu'elle veut dire dans son ouvrage. Elle parle de l'urgence climatique et de l'urgence de retrouver ce sens de la merveille. Et pour moi, en tant que passeuse de nature, elle parle aussi de transmission, quelque chose qui me tient très à cœur, car elle parle de cette nécessité de transmettre, nous, en tant qu'adultes, ce sens de la merveille aux enfants, aux générations futures, pour qu'ils puissent s'émerveiller, s'enthousiasmer eux-mêmes et protéger donc leur environnement. Cette transmission aux générations futures, cette idée d'être passeuse de nature et lanceuse d'alerte, Isabelle Colomba, vous citez, dans Printemps silencieux, Carson cite l'écrivain biologiste Jean Rostand, l'obligation de subir nous donne le droit de savoir, et vous mettez dans votre titre, le monde doit savoir, cette idée d'alerter, cette volonté de transmettre, c'est l'essence même de ces écrits. Oui, et puis Rachel Carson, c'était une femme héritière d'autres femmes, effectivement, qui depuis le 19e siècle ont éveillé les gens qui étaient autour d'eux à cette nature qui était en train d'être abîmée, détruite. Et en même temps, cette femme qui n'avait pas d'enfant, qui a adopté son petit-neveu, qui a élevé ses nièces, avait un sens très fort de la responsabilité à l'égard des générations futures. Moi, je trouve que c'est ce qui est assez frappant chez Rachel Carson. Elle n'avait pas forcément envie d'écrire ce livre, Printemps silencieux. Et elle se rend compte qu'elle n'a pas le choix, en fait. Et qu'effectivement, il faut alerter le monde, les gens, les citoyens. Les citoyens ont le droit de se mêler de ce qui ne les regarde pas officiellement. Et c'est ce sens des responsabilités qui est assez remarquable. On souligne évidemment la pertinence de ces propos. Aujourd'hui, Thierry Pacaud, est-ce qu'on peut dire qu'elle avait un vrai caractère visionnaire, notamment sur les océans transformés en poubelles, les sols qui sont évidemment saturés de pesticides. Est-ce que c'était une visionnaire ? Je ne dirais pas ça comme ça parce qu'elle décrit la situation de son temps. C'est ça qui est encore plus triste, j'allais dire, parce que elle n'anticipe pas sur les dégâts du progrès. Elle les recense in situ et immédiatement. Et donc, c'est là où on peut dire que son message n'a pas été vraiment reçu, ou alors il était entravé par d'autres puissances économiques en particulier. Non, moi je crois que Génération Future, elle utilise l'expression. Ça, c'est incontestable. La première occurrence apparaîtrait du reste sous la plume de Humboldt, qui est un grand naturaliste, comme nous le savons. Et puis, elle a développé quelque chose qu'elle n'appelle pas le principe de précaution, mais de fait, c'est ça dont il s'agit. Et je crois que ça nous parle à nous aujourd'hui. On ne peut pas mettre en vente tel produit si on ne sait pas à quel point il peut être nocif. Alors qu'en fait, on voit bien, on met en vente plein de trucs qui servent à rien et qui détériorent la nature. On s'en fout parce que ça fait du business, quoi. C'est ce que vous dites aussi, Isabelle Colomba. Pour terminer, vous soulignez la postérité, en quelque sorte, du travail de Rachel Carson, puisque vous dites, aujourd'hui, tout ce que disent les scientifiques n'a fait que confirmer ce qu'elle disait déjà il y a 60 ans. Oui, mais je pense que Rachel Carson, elle n'était pas une visionnaire, mais elle regardait. Elle avait cette intuition des choses importantes et des choses qui pouvaient influencer notre façon d'habiter le monde. Et oui, et quand on regarde année après année, je ne sais pas si finalement elle a porté son message, il a été entendu, mais après effectivement on a face à ces messages des brouilleurs d'informations qui nous racontent n'importe quoi et qui nous racontent surtout que nous ne sommes pas capables de comprendre. Il est étrange de penser que la vie a surgi de la mer et que la mer est désormais menacée par l'une des formes de cette vie. Mais la mer, même si elle est entraînée dans une évolution désastreuse, continuera d'exister. La menace porte plutôt sur la vie d'elle-même. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de Rachel Carson. Thierry Pacaud, merci d'avoir été en direct avec nous à distance. Votre biographie Rachel Carson pour la beauté du monde est disponible aux éditions Calip. Et puis Isabelle Colomba, merci également pour les plus jeunes, mais en fait aussi pour tout le monde. Rachel Carson, Le monde doit savoir, c'est chez Albin Michel. Merci à tous les deux. Merci.